Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit les instincts de survie concernant les chercheurs avec le challenge solo difficile sur la campagne des Clés Écarlates avec un pool de cartes complet. Comme vous le savez, on va parler de l'investigateur, du deck en version initiale et version finale et des petits retours d'expérience. La dernière fois, on s'était quitté du coup avec Norman Withers qui avait pris un peu le contre-pied de Joe Diamond avec son pool de cartes atypique, avec peu de cartes chercheurs, ou en tout cas des cartes chercheurs de niveau 0, et quand même beaucoup de cartes mystiques améliorées à XP. Et pour la suite de ces défis, je m'étais dit qu'il était temps quand même de s'attaquer à un monument parmi les chercheurs, qui n'est autre que Amanda Sharp. En effet, j'avais jamais joué à Amanda Sharp, alors que c'est un chercheur qui est quand même connu et reconnu pour être très très bon, un véritable aspirateur à indices, donc il fallait bien se frotter un peu à ce défi avec Amanda. Donc Amanda, c'est l'étudiante qui a 2 partout, qui a les traits miskatoniques et érudits, forcé au début de la phase d'investigation, piocher une carte. Défaussez la carte située sous Amanda Sharp, choisissez une carte de votre main et placez-la sous Amanda Sharp. Réaction, au début d'un test de compétences que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp, si possible. Ne la défaussez pas quand le test se termine. Son signe des anciens c'est plus 0. Pour ce test, vous avez le droit de doubler le nombre d'icônes de compétences de la carte située sous Amanda Sharp. Elle a 7 points de vie, 7 points de santé mentale, une taille de deck de 30, une construction de deck avec des cartes chercheurs de niveau 0 à 5, des cartes neutres de niveau 0 à 5 et des cartes compétences avec le trait entraîné de niveau 0 à 3. D'emblée, donc, on peut dire qu'Amanda est une chercheuse gimmick. C'est le genre de personnages qui ont une statline particulière, on va dire assez inhabituelle, propre à des capacités qui caractérisent ce genre d'investigateur. Ici, la statline de 2 partout est compensée par le fait qu'on va avoir une carte compétence à disposition pour l'intégralité de nos tests de compétences sur nos tours et sur le round de façon plus générale. Donc c'est vrai que d'emblée on se dit, bon, est-ce que le fait d'avoir une carte de compétence à disposition sur tout le round peut compenser autant une statline aussi particulière? Bon, d'emblée il y a des icônes libres, donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais il y a un véritable travail avec Amanda sur en fait la pioche, l'utilisation de cette pioche, et alors pas vraiment la rotation des cartes compétences, mais en tout cas pas la rotation au sens qu'on a vu avec Norman, avec le livre des bonnes, l'Atlas astronomique, mais en tout cas le choix des cartes compétences qu'il y a à voir avec Amanda sont à prendre en compte avec les cartes aussi que vous avez en main, potentiellement aussi des boosts passifs, mais surtout les cartes que vous avez en main, qui peuvent être aussi d'autres compétences qui viennent alourdir le bilan, on va dire améliorer le bilan d'Amanda. Et surtout les effets en fait qu'il y a dans les cartes compétences. Au-delà des simples icônes, il faut vraiment s'intéresser aux effets des cartes compétences qui peuvent être très intéressantes à reproduire plusieurs fois dans le tour, voire dans le round. Sa carte signature, c'est Œillet d'Obscur, un événement qui coûte 0, qui a 3 icônes libres, qui a les traits perspicacité, deck d'Amanda Sharp uniquement, rapide à jouer quand vous initiez un test de compétence. Renvoyez la carte sous Amanda Sharp dans votre main et placez Études obscures sous Amanda Sharp. Donc déjà sa carte signature à elle toute seule nous donne déjà un +3 pendant à tout le moins notre tour, voire tout le round selon si on l'a mise sous Amanda dès le début de la phase d'investigation ou pas. Puisqu'on peut la choisir, hein. On n'est pas obligé de placer une carte, une compétence sous Amanda. On peut placer n'importe quel type de carte, ça peut être un événement, un soutien ou une compétence. Ce qui fait que donc du coup pendant un round entier, à tout le moins, Amanda aura une statline, quel que soit son test de compétence, à 5. Ce qui est quand même intéressant. Sa carte faiblesse signature, les murmures des profondeurs, c'est une compétence avec une icône libre en négatif. Elle a le trait malédiction, les icônes de cette compétence se soustraient de votre valeur de compétence au lieu de s'y ajouter. Forcez quand vous choisissez une carte à placer sous Amanda Sharp, si les murmures des profondeurs sont dans votre main, vous devez les choisir. C'est une faiblesse qui est faiblarde, c'est correct, faiblarde,
Pourquoi? Eh bien parce que le forcer dit bien quand vous choisissez une carte à placer sous Amanda, ce qui veut dire qu'en fait il faut avoir pioché les Murmures des Profondeurs au cours de notre phase d'entretien, ou lorsqu'on est en train de les révéler, qu'on pioche la carte du dessus de notre deck, désolé, pendant le début de la phase d'investigation. Donc si on pioche Murmure des Profondeurs au cours de l'une ou l'autre de ces moments-là, sachant que on peut attribuer Murmure des Profondeurs pendant la phase du mythe si on a un test, donc quelque part, le seul moment où on est sûr de devoir placer Murmure des Profondeurs sous Amanda, c'est si jamais on la pioche au cours de cette pioche supplémentaire qu'on a au début de la phase d'investigation. Même si on la pioche au cours de la phase d'entretien, on peut potentiellement avoir à effectuer un test, et auquel cas, attribuer Murmure des Profondeurs. Ce qui fait qu'en fait, dès lors qu'on pioche avec Amanda, on va piocher Murmure des Profondeurs pendant notre tour, et on va pouvoir l'attribuer pendant notre tour. Donc quelque part, en fait, cette faiblesse, surtout au vu de son effet, qui n'est pas récursif, qui ne donne qu'un seul malus de compétences, c'est vraiment risible. Honnêtement, c'est vraiment risible. Je n'ai pas du tout senti la carte faiblesse d'Amanda. Et c'est vrai que finalement, vu la puissance de l'investigateur, on aurait pu s'attendre à une faiblesse un poil plus velue, avec peut-être quelque chose de récursif, c'est-à-dire peut-être, ou même juste un forcé qui vous oblige à la mettre sous Amanda. Pas quand vous choisissez, c'est juste que si on la pioche, on la place sous Amanda. Et on ne peut pas l'enlever sous Amanda, si ce n'est par la capacité Amanda, je sais pas, il faudrait voir le wording, mais là en l'état, cette faiblesse est quasi inexistante, pour pas dire vraiment inexistante. Mais bref, on est là d'abord et avant tout pour parler du coup du deck que j'ai joué au cours de la campagne des Clés Écarlates. Et voici donc la bête. Donc, alors oui, effectivement, il y a encore dans le vif du sujet, et il y a de nouveau les chaussures de randonnée et les segments d'Onyx. Oui. Bon, c'était une première avec Amanda, je savais pas trop comment attendre, donc je suis parti sur des choses connues, reconnues et fortes, il faut dire ce qui est, je vais pas non plus me tirer une balle dans le pied à chaque fois. Donc bon, oui c'est discutable, néanmoins bon bah ça a bien marché. Bref, encore une fois on est en solo, on est sur les Clés Écarlates, j'ai, comme vous le voyez, rien pour combattre. J'ai absolument rien pour combattre, alors du coup la gestion des ennemis elle passe par quoi? Elle passe par Malleson avec le filtrage des ennemis, essayer de faire en sorte de ne pas piocher d'ennemis, ou en tout cas ne pas piocher d'ennemis qui pop dans mon lieu, avec Malleson. Ça passe par les chaussures de randonnée qui vont me donner un boost en agilité, plus mes cartes de compétences pour essayer de fuir les ennemis. Et ça passe évidemment par les segments d'Onyx qui me donneront le pendentif de l'arène qui me permettra de me téléporter ou d'échapper automatiquement à un ennemi. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'ai rien du tout pour gérer les ennemis. Encore une fois, sur cette campagne, ça se passe bien. Sur d'autres, comme par exemple la civilisation oubliée, en ayant une petite pensée pour Finn, c'est vrai que face à autant de serpents, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Au niveau de l'enquête, bon, on a la loupe, bon, les segments d'Onyx, et on a des déductions. Donc en fait, quelque part, ce deck se caractérise par le fait que les modules de base qu'on a sur un deck, c'est-à-dire un module d'enquête, un module de combat et un module de soutien, n'est pas la réalité ici. Ici, en fait, le deck d'Amanda se caractérise vraiment par pléthore de compétences, 13 compétences, et encore on aurait pu en mettre plus, mais aussi, du coup, par le module, alors, je crois que c'est recherche, j'ai plus le mot-clé associé du coup au fait de identifier la solution, traduire les glyphes, avoir transcrit ou identifié le journal des rêves, bref. J'ai fait le choix de prendre les glyphes et le journal des rêves à traduire, identifier, transcrire au plus vite, de façon en fait à pouvoir booster Amanda assez vite au sein de la campagne. C'est vraiment une priorité. Le sérum d'amplification des rêves, puisque je vais avoir pas mal de pioches pour essayer de continuer à piocher. Alors on le voit, dans la structure du deck, on voit le sérum, on voit les assistantes de labo, on voit les connaissances profondes, les écrits cryptiques, les Eureka aussi.
Donc clairement, voilà, j'étais parti sur un archétype main pleine, essayer de profiter derrière d'avoir les mains pleines. En termes de coût du deck, on voit que c'est un coût qui est vraiment dégressif, il n'y a eu aucun souci dans la gestion des ressources, vraiment. Les écrits cryptiques ont clairement joué leur rôle, et au-delà de ça, j'ai pas grand-chose qui coûte cher, hein. Les segments coûtent 1, les chaussures de rando coûtent 2, Malison coûte 1, l'assistante 2, le sérum coûte 3. Ok, je crois que c'est la seule carte qui coûte 3 dans le deck. Donc c'est vrai que c'est un deck qui est vraiment peu cher, et donc du coup qui déroule quand même très très bien. Au niveau des icônes, on le voit, 21 icônes d'intelligence, 22 icônes libres. Bon, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose avec un mandat. On maximise ça. Après, voilà, encore une fois, sur une autre campagne, je pense que le deck aurait été bien différent et j'aurais eu autre chose pour gérer les ennemis que juste Malison, quoi. Je partais du coup sur un archétype main pleine. Néanmoins, le hasard a fait que j'ai pioché Paradoxe Quantique comme faiblesse de base. Paradoxe Quantique, c'est l'une de ces faiblesses qui est sortie avec les clés écarlates, donc c'était de circonstance, et qui nous dit que pour jouer Paradoxe Quantique, comme coup supplémentaire, il faut défausser 4 cartes de notre main. Et si on ne la joue pas, quand à la fin de notre tour, Paradoxe Quantique est encore dans notre main, on la révèle et on subit une horreur. Donc c'est sûr qu'à partir de là, sachant que d'un côté on pioche énormément et que de l'autre on a Paradoxe Quantique, il était inconcevable de garder un archétype de main pleine, puisque en fait on allait être amené au moins 2 fois par partie, peut-être 3, à devoir défausser tout ou partie de notre main. En tout cas 4 cartes, c'est pas négligeable. Donc il a fallu, au fur et à mesure en fait des améliorations du deck, s'orienter davantage vers un deck méga pioche, ce qui était quelque part déjà le cas, mais sans garder les cartes en main. Alors on le voit, si on avait voulu pleinement partir sur du main pleine, on aurait peut-être on aurait pris les fragments de Célano à la place de la loupe, peut-être. C'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit que moyennant un XP, j'aurais pu faire le switch plus tard quand ça marcherait bien. Mais du coup, quelque part, ça a été un petit coup de chance de prendre la loupe plutôt que les fragments à ce niveau-là. Au niveau du deck final, Amanda a clôturé la campagne, donc est arrivé au dernier scénario avec 36 XP. Franchement, très belle performance d'Amanda. Je sais plus combien de scénarios j'ai joué, 6 je crois. Mais voilà, j'ai pas mal bourlingué à droite à gauche pour grappiller l'XP. Donc c'était très sympa, c'était très plaisant à jouer. Finalement, elle n'a pas eu beaucoup de mal à gérer en fait les mobs. On voit du coup avec le deck à XP qu'on a Malison qui est venu en 2 exemplaires. Le Malison niveau 2, bon là clairement, cette carte encore une fois, elle est super forte. Honnêtement, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il est difficile d'envisager un chercheur en solo, difficile, sans un Malison en fait. Parce que la plus-value de cette carte, en termes de contrôle du DR, elle est juste monstrueuse. Et je rebondis là-dessus parce que je repense à Alyssa Graham. Bon, Alyssa Graham coûte 4. Elle a 1 point de vie, 3 points de santé mentale. Malison coûte 1, il a 2 et 2. Alyssa, on peut regarder soit le deck rencontre, soit notre deck, mais on met une fatalité pour activer l'effet d'Alyssa dans la gestion du DR. Malison, on pose un indice, quoi. Alors oui, Alyssa donne un plus 1 en intelligence. Néanmoins, c'est vrai qu'entre ajouter une fatalité à Alyssa et remettre un indice sur notre lieu, il y a quand même un énorme gap. Surtout que Malison, dans son niveau 2, il est quand même plus fort que Alyssa dans le sens où on va révéler 2 cartes du DR, on va en défausser une et piocher l'autre. Donc en plus, il y a un choix. Franchement, je pense que pour les clés écarlates, il eût été intéressant en fait de nous sortir une version XP d'Alyssa. Puisqu'en plus on était sur le thème des fatalités. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une version XP d'Alyssa? Une version de niveau 2 qui pourrait plus ou moins faire quelque chose de similaire à Malison, pourquoi pas? Pourquoi pas révéler 2 cartes du DR, ajouter une fatalité à Alyssa, en défausser une et piocher l'autre? Pourquoi pas? Enfin, j'ai pas plus réfléchi que ça à la question, mais c'est juste que
quand j'ai joué Amanda, j'ai été choqué effectivement de ce gap qu'il y avait entre Malleson et Alyssa. Oui, c'est une version de niveau 2, Alyssa est de niveau 0. D'accord. Mais néanmoins, le constat est là, avec Malleson, quand on pioche notre main de départ, on mulligan tout pour avoir Malleson, c'est vraiment la priorité pour être tranquille. Franchement, une fois qu'on a Malleson, ça déroule. Hein. Enfin, ça déroule. Il faut que ça déroule, mais on est quand même assez tranquille au niveau du DR. Mais bon, passons. Le journal des rêves, j'avais pris le journal des rêves qui me permettait de bénéficier d'un plus 4 lorsque la valeur d'occulte de mon lieu était de 4 ou plus, donc c'était le journal des rêves explorateur. La pierre ancienne, j'ai pas pris les pierres d'orientation, j'ai pas pris la marque d'Isis et j'ai pris l'autre, j'ai plus le nom. J'ai pris la pierre ancienne qui nous permet en fait, en enquêtant, en cas de réussite, d'échapper automatiquement à un ennemi. Et cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ce qui fait que dans la gestion des ennemis, avec la pierre ancienne, si jamais j'avais des mobs qui popaient automatiquement, voire des ennemis élites qui arrivaient à cause du scénario, ben je pouvais quand même chercher à leur échapper. C'était quand même assez intéressant. Bon, les chaussures de randonnée, les segments d'Onyx, ça change pas. La théorie scientifique, c'était le petit ajout sur le dernier scénario, parce que honnêtement, je crois qu'il me manquait un petit XP pour avoir des recherches mystérieuses en plus. Et je me suis dit, bon, bah, je crois que j'avais dû jouer une fois cette carte. Elle était pas mal, c'est du rapide, ça fait du tank d'horreur, c'est pas mal. Donc bon. Les écrits cryptiques, un des deux qui a été amélioré. Protéger l'Anirnik. J'y reviendrai par la suite. Le raccourci, voilà, pour un peu plus de mobilité. Les recherches mystérieuses pour de la pioche. Pareil, si... Non, en fait, j'avais dû rajouter cette théorie scientifique. Non, je me rappelle. Je l'avais rajouté pour une autre raison sur laquelle je reviendrai après. Le Brolandas, sur la fin, voilà. Cadeau, 3 ressources, 3 pioches de cartes, les implacables, les perceptions de niveau 2. Bref, le deck se caractérise par le fait d'avoir énormément de pioches. Sur la courbe... Bon, de coup, bon, vous voyez, c'est assez similaire à celle d'avant et vraiment aucune difficulté dans la gestion des ressources. Et sur les icônes, ben, on voit que en fait, sur la fin, le nombre d'icônes d'intelligence est constant, le nombre d'icônes libres s'est accru. Elle est passée en gros de 22 à 27, donc j'ai gagné 5 icônes libres. Voilà. Si j'ai oublié le totem macabre, évidemment, le totem macabre qui va super bien, d'une part parce qu'on rajoute des icônes de compétences, mais en plus on pioche des cartes en cas de réussite. Franchement, que du bonheur. Que du bonheur. Donc encore une fois, c'est un deck en solo avec une campagne qui met pas trop la pression sur les ennemis. Donc c'est faisable de le gérer avec Malleson, une pierre ancienne et les segments d'Onyx. Encore une fois, sur d'autres campagnes, ça ne le serait pas. Sur les retours d'expérience, bah, globalement le deck était ultra rapide, vous vous en doutez. Le pack mobilité avec... les chaussures de rando, les segments d'Onyx, le raccourci, et avec ce gain d'action, bah, c'était vraiment top. Le pack méga pioche, franchement, bah, c'était incroyable. Ça nous permettait d'avoir une mise en place sans perdre de temps. Alors, c'est pas la même chose qu'avec le combo bien équipé sac à dos avec Joe Diamond. C'est juste que, en fait, Amanda, déjà, a pas vraiment besoin d'être stuff pour commencer à enquêter. Elle va piocher sa main de départ, elle va avoir des compétences, elle va en placer une sous elle. Et dès lors, dès le premier tour, elle va pouvoir commencer à enquêter grâce à ses compétences. Et derrière, en fait, la pioche qui va faire effet boule de neige va lui permettre de très vite, en fait, avoir des ressources piochées, poser. Alors oui, malheureusement, il faut poser. Et on n'a pas de gain d'action sur la pose. Néanmoins, ce sont des actions qui sont très vite rattrapées de par la pioche et le gain de ressources qu'on a. Et ça en est un point où ce deck en tout cas se cyclait peut-être un poil trop vite à l'égard de ce que j'étais capable d'encaisser. Je m'explique. À chaque fois qu'on cycle notre deck, on subit une horreur. Ben, c'est pas pour rien qu'en fait à la fin, sur le dernier deck, j'avais une théorie scientifique et protéger la Nirnik. Protéger la Nirnik me permettait de récupérer Malleson directement. Après l'avoir défaussé parce que je cyclais mon deck, parce qu'il s'était pris une deuxième horreur, et parce que moi je pouvais en tanker qu'une seule, parfois, souvent.
Et théorie scientifique venait en fait faire aussi office de mur, tout simplement. Et c'est vrai que venir me tanker 3 horreurs, honnêtement, c'était pas de refus. Parce que là, j'ai mis, voilà, le deck se cycle 2 à 4 fois par partie. En vrai, oui, c'est cyclé 2 fois sur le premier et le deuxième scénario, mais sur le dernier et sur l'avant-dernier, effectivement, il s'est cyclé 4 fois. Sauf que 4 fois, plus, encore une fois, paradoxe quantique, que je n'ai pas pu toujours défausser tout de suite, ou que je ne voulais pas défausser tout de suite, parce que mine de rien, cette faiblesse est assez embêtante. Défausser 4 cartes de sa main, même quand on a un archétype méga pioche, parfois on a des cartes dans notre main qu'on n'a qu'en un seul exemplaire dans le deck, et donc du coup on ne veut pas s'en débarrasser, parce que même si on a une méga pioche, il va quand même s'écouler 3-4 rounds avant de faire le tour du deck. Donc on ne peut pas non plus se permettre de défausser certains trucs. Donc là en l'état, voilà, c'est au niveau des horreurs, il y a une petite difficulté qui a nécessité le fait que je m'ajuste pour en fait avoir un peu plus de temps qu'à ce niveau-là. Après, c'est aussi à cause de paradoxe quantique. Donc voilà, et aussi évidemment parce que Malescent en fait, on va dire, mettait de côté en priorité les ennemis. C'est sûr que du coup, je me suis toutes les traîtrises qui mettaient des horreurs, quelque part je me les suis prises. Alors j'ai joué pas systématiquement, mais comme j'ai voulu vraiment spécifiquement utiliser Malescent pour les mobs, je l'ai pas utilisé à tout bout de champ. Alors, dans les trucs qui ont extrêmement bien marché, j'en ai pas encore parlé, c'est la pierre ancienne. Connaissance des anciens. Oui, donc je me rends compte que je me suis complètement fourvoyé, parce que j'ai complètement zappé de vous dire qu'en fait, en cours de campagne, j'ai switché, parce que j'étais parti avec les glyphes archaïques, comme vous avez pu voir avec le deck initial, et je me suis retrouvé avec une pierre ancienne. Alors j'ai pas converti une glyphe archaïque en pierre ancienne, mais la pierre ancienne nécessite d'avoir traduit la pierre ancienne de niveau 1, et c'est vrai qu'en fait, quitte à jouer à mandat, je me suis dit, plutôt que d'avoir les glyphes dont j'ai oublié le nom pour échapper automatiquement à un ennemi, je me suis dit, tiens, je vais tester la pierre ancienne connaissance des anciens, qui me permet en fait de mettre des dégâts sans test aux ennemis quand je pioche des cartes. Et du coup, en fait, avec l'archétype méga pioche, ça marchait très très bien. Donc oui, désolé pour la petite confusion et le petit oubli surtout. C'est vrai que ça fait... On est quoi? Là, on est fin février. Un mandat, je l'ai joué début janvier. Donc ouais, c'est vrai que je ne me rappelle pas de tout explicitement. Mais bref, bon, cette carte avec un mandat, c'est une tuerie. C'est juste une tuerie. J'ai géré je ne sais pas combien de mobs avec cette pierre ancienne. Franchement, c'est super. Et même pendant le dernier scénario, avec des ennemis chasseurs, parfois distants et tout, et ça, c'est une vraie plus-value de cette carte, c'est que cette carte prend en compte les ennemis distants, qui ont parfois des effets plus ou moins néfastes, embêtants, mais du coup, vous piochez des cartes, vous leur mettez des dégâts, même s'ils ne sont pas engagés avec vous. Et ça, c'est vraiment super. Pour la petite histoire, j'avais réussi à mettre 8 secrets sur la pierre ancienne. Du coup, c'est lors du deuxième scénario, j'ai réussi à claquer une enquête avec une difficulté de 8 ou une réussite de 8, je sais plus. C'était super. C'était super parce que 8 secrets, ça fait 8 dégâts. Et 8 dégâts en solo, ça gère quand même quelques petits trucs. C'est quand même intéressant. Donc bon, voilà. Et par ailleurs, voilà, juste pour faire le petit listing, en termes de méga pioche, on avait le totem macabre, on avait au début les assistantes de laboratoire, Eureka, connaissances profondes, on avait les recherches mystérieuses, encore mieux que les connaissances profondes, on avait implacable, et on avait sur la fin, on avait même le Brolandas. Donc on avait vraiment pléthore de cartes permettant de piocher, et de piocher pas forcément une seule carte. Avec Brolandas, on en piochait 3, avec Recherche Mystérieuse aussi, Connaissance Profonde aussi. Donc en fait, on pouvait mettre les dégâts 3 par 3. C'est énorme. Avec Implacable, on pouvait piocher 2 cartes. Donc on pouvait tantôt mettre 1 dégât, 2 dégâts ou 3 dégâts. C'était vraiment une solution ajustable. C'était... rien à dire, c'était juste top. Juste top.
J'étais vraiment impressionné de la facilité et de l'efficacité de la pierre ancienne, connaissance des anciens avec Amanda. Ce qui a bien marché, bah évidemment, Malleson, j'en ai parlé, que ce soit la version niveau 0 ou la version niveau 2, je reviens pas dessus. C'est juste abusé. Juste abusé. La version niveau 2 est juste trop forte. Vraiment, elle est juste trop forte. Voilà, un contrôle du deck de rencontre phénoménal. Et puis un bon tank 2 et 2, mine de rien, c'était quand même pas mal. Avec, justement, sur la fin, protéger la Nirnik pour, en fait, venir soit recycler Malleson dans la foulée, au cas où il était défaussé. Comme ça, en fait, quelque part, c'est comme si j'avais 3 Malleson dans mon deck, 2 niveau 2 et 1 protéger la Nirnik. Voire piocher 3 cartes. Je crois que ça m'est arrivé une fois parce que j'avais mon deuxième Malleson dans ma main. Donc je me suis dit, quitte à ce qu'il meure, je l'ai dans ma main, donc autant piocher. Puis voilà. Donc bon. Ce qui pourrait être amélioré dans ce deck, évidemment, en fait, l'assistante de laboratoire, honnêtement, elle a pas eu de plus-value. Alors, au début, on partait sur une main pleine, donc il était normal d'avoir l'assistante de laboratoire. Mais néanmoins, c'est sûr que la fluidité qu'on a acquis avec Amanda en mode méga pioche, pour moi, outrepasse largement les bienfaits d'une assistante de laboratoire. Auquel cas, il faut en fait juste tout de suite avoir 2 William Malleson dans notre deck et c'est tout. Ça nous fait gagner en plus un emplacement de carte dans le deck, puisque j'avais 2 assistantes de labo et 1 Malleson. Donc là, on vire les 2 assistantes, on rajoute un Malleson, il nous reste un slot en plus. À voir ce à quoi il peut être destiné. Autre petite amélioration, le sérum d'amplification des rêves. Je l'ai gardé bien plus longtemps que l'assistante de labo. J'ai dû le garder jusqu'à quasi au moins l'avant-dernier scénario, peut-être même le dernier. Et en fait, honnêtement, je pensais vraiment que ça allait être efficace parce que j'avais les segments et que en fait, je voulais pas jouer tout de suite mes segments. J'essayais de garder quand même des cartes dans ma main pour le faire trig, le sérum. Mais non. Alors peut-être plus tard avec un archétype main pleine, peut-être. Mais là, c'est vrai qu'en l'état, c'était pas foufou. Autant avoir directement de la pioche avec un deuxième connaissance profonde dès le début. Oui, ça met un peu de maudit, mais honnêtement, c'est pas grave. Et autant avoir encore plus de pioche pour aller plus vite au début et être encore plus efficace. Alors pour du multi, voilà, si on reprend le deck de niveau 0, bon là pour le coup je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à changer. Ne serait-ce que déjà parce que le deck en tant que tel n'était pas opti à cause de paradoxe quantique. Mais bon. Bon déjà il faut 2 déductions, ça c'est sûr et certain, en multi on peut pas y couper, il faut qu'Amanda ait ces 2 déductions et pas qu'une. Là, voilà, à partir de là, on peut commencer à réfléchir, oui, non, pas. Dans l'idée, moi j'aurais mis de loop environ un sérum d'amplification des rêves, comme ça avec de loop au moins on a un boost en intelligence et on sait qu'on va pouvoir enquêter certes plusieurs fois, mais qu'on va avoir une valeur de compétence en enquête qui est au moins de 4, et après on a nos boosts. En termes d'alliés, on est en duo. Si on joue hors tabou, Jérémien Kirby fera super bien le taf, ça vous permettra d'avoir encore plus de pioches, de cycler encore plus vite votre deck, et ça vous donnera un boost en intelligence. Pour moi c'est vraiment idéal, en enlevant l'assistant de laboratoire et Malleson. Alors attention, c'est dans le cadre où vous voulez continuer à jouer la méga pioche, hein. Vraiment. Sachant que bon, si on regarde bien, connaissance profonde 0, écrit cryptique 0, étude obscure 0, alors là oui, perfectionner l'entraînement et raccourci ça coûte 1 chacun. Bon, après Jérémia, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétences dans le deck, donc il faut quand même voir. Je parlerai d'une autre possibilité juste après. Bon, je pense que les pierres d'orientation pour l'église archaïque, c'est un must, en combinaison avec le journal des rêves, le journal de l'explorateur, parce que du coup, vous allez avoir un boost important en termes d'enquête. Déjà, vous avez vos loups, vous avez peut-être Jérémia, et vous avez le journal.
Et au-delà de ça, avec les pierres d'orientation, vous allez pouvoir choper les indices 2 par 2, peut-être 3 par 3. Vous aurez extatique pour recharger les pierres d'orientation, donc c'est pas si embêtant que ça qu'elle n'ait que 3 charges sur elle. C'est glyphe. Autre possibilité, les segments, voilà, si vous voulez pas les jouer, si vous voulez pas avoir le pendentif de l'arène, aussi parce qu'en multi, mine de rien, c'est quand même, c'est bien, mais c'est moins overkill qu'en solo, parce qu'il y a plus d'indices, parce que on n'a pas forcément envie de se barrer sans son petit copain. Donc bon. Si vous enlevez le segment et les chaussures, vous pouvez ajouter par exemple des Milan à la place de Jeremy Kirby et jouer, partir avec théorie scientifique en enlevant aussi l'implacable, en gardant le vif du sujet. Avec théorie scientifique ou les études supérieures si vous jouez hors tabou, voilà, tout ça c'est des possibilités que vous avez. Mais bref, le deck ne coûte pas cher, le deck se cycle très vite. Avec Milan, si vous le posez parce que vous estimez qu'il y a trop de compétences et que Jeremy ne sera pas rentabilisé, ce qui est possible, avec Milan, vous allez assez vite récupérer des ressources que vous allez pouvoir rentrer dans les théories scientifiques ou dans les études supérieures. Les études supérieures, vous allez me dire, oui, mais c'est pas un main pleine, c'est un méga pioche. Oui, mais comme vous piochez énormément, en fait, vous êtes très très souvent, voire quasiment constamment à 4, 5, 6 cartes. Il y a tellement de pioches qu'en fait, les études supérieures passent. Je ne les ai pas jouées, mais je l'ai constaté au cours de ma campagne. Franchement, ça peut le faire. Après, voilà, si vous jouez en tabou, vous prenez les déductions, les 2 loupes au début, qui derrière pourront être enlevées une fois que vous aurez identifié vos glyphes et le journal, transcrit le journal. Vous prenez 2 Milan et vous prenez théorie scientifique avec dans le livre du sujet. Vous allez la piocher très très vite, vous aurez du temps qu'en horreur et vous aurez de quoi vous booster en intelligence. Voilà ce que j'ai à vous dire du coup pour un mandat dans le cadre de ce challenge chercheur solo difficile. Bon voilà, c'était un peu plus brouillon que la dernière fois et j'en suis désolé parce que encore une fois les parties remontent un peu. Je vais essayer d'accélérer un peu la production et j'ai pris des notes sur les dernières. Là j'ai fini Daisy cette semaine. J'ai pris 2-3 notes pour essayer de m'en souvenir avant l'enregistrement de la vidéo. La prochaine fois du coup, si je ne m'abuse, je vous parlerai de Harvey Walters puisque je n'ai pas pu effectuer un deck main pleine avec Amanda à cause de Paradoxe Quantique. Donc je me suis dit, je vais faire mon deck main pleine, et du coup, quoi mieux le faire qu'avec celui qui s'y prête le plus, a priori, Harvey Walters. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.